Je m'appelle Marcus Hayet, à 35 ans, j'ai tellement voyagé ces derniers temps que la moquette de ma maison aurait tout aussi bien pu être un couloir d'hôtel lointain. Il y a 2 semaines, je me suis envolé pour Seattle afin de finaliser les négociations sur ce que tout le monde au travail appelait le plus gros contrat de l'année. J'ai passé 12 heures par jour en salle de réunion, la lumière de mon écran d'ordinateur illuminant des présentations qui ressemblaient plus à des bouées de sauvetage qu'à des marches bénéficiaires. Lorsque l'encre de ce contrat a séché, j'ai su que les choses allaient changer. J'ai réservé une nuit supplémentaire à l'hôtel de la conférence, déterminé à savourer la satisfaction de conclure l'affaire. Puis je me suis souvenu de Claire et Jacob, ma femme et mon fils, et du fait que j'avais déjà raté trop de matins ordinaires. J'ai donc annulé la chambre supplémentaire, traîné mon sac dans les couloirs déserts de l'aéroport et pris l'avion un jour plus tôt, tulipe à la main. Des tulipes jaunes, les préférées de Claire, leurs pétales comme de minuscules coupes débordant de soleil. Je l'imaginais debout dans la cuisine, les cheveux ébouriffés sur ses épaules, vêtu d'un vieux sweatshirt confortable, les yeux brillants en me voyant. J'imaginais Jacob, 6 ans maintenant et débordant d'énergie, se précipitant vers moi en poussant un cri perçant en entendant la porte d'entrée. Je nous imaginais partager un dîner, des rires, un moment de normalité. Et cette vision me propulsa plus vite que n'importe quel succès professionnel. En m'engageant dans l'impasse, je vis les lampadaires vaciller, projetant de doux halos sur des allées familières. Notre maison était la maison bleu-gris à gauche, avec ses parterres de fleurs soignées que Claire teintait comme si elle cherchait à obtenir des miracles de chaque graine. Je me garai, attrapai mon sac et remontai l'allée, le cœur battant la chamade. La porte d'entrée était un bocal. Je suis entré, l'appelant par son nom avec un sourire que je ne pouvais réprimer. La chaleur intérieure était agréable après 2 matinées glaciales dans des chambres d'hôtel, mais quelque chose clochait. La lumière du couloir était faible et je n'entendais rien. Pas de dîner qui mijotait, pas de bande-son de télévision, pas de pas dans le couloir. Le silence était surnaturel, comme une respiration retenue. J'ai posé les tulipes sur la console près de la porte, leur tête brillante hochant la tête. J'ai ouvert ma valise, les laissé près de l'escalier et me suis dirigé vers le salon. C'est alors que j'ai entendu un rire léger. Ce n'était pas le rire insouciant d'un enfant m'invitant à un jeu élaboré. C'était bas et intime, comme une blague privée partagée dans un café bondé. Je me suis figé, le pouls martelant mes oreilles. Les pétales des tulipes jaunes vacillaient à la lumière de la lampe. J'ai dégluti, ri de nouveau. Le rire de Claire. J'en étais sûr, mais avec quelque chose de nouveau, quelque chose dont je ne faisais pas partie. J'ai suivi le son en silence. Chaque pas était une question. Les photos de famille au mur se sont estompées. Claire avec sa casquette et sa robe. Moi en costume le jour de notre mariage. Jacob en costume de super-héros. Un large sourire. J'ai atteint l'arche du salon. Et ils étaient là. Chris Lennox, notre voisin d'un accent grave côté, était assis sur mon canapé, trop confortable, trop familier, comme s'il s'agissait de son propre salon. Il portait ce t-shirt kaki délavé et ce jean qu'il semblait porter, comme si tout ce qu'il possédait lui assurait confort et anonymat. Il s'adossa contre les coussins, une jambe nonchalamment posée sur la coudoir. Claire était assise à côté de lui, emmitouflée dans un peignoir rose pâle ouvert à l'encolure, les cheveux humides aux pointes, comme si elle sortait tout juste de la douche. Elle se pencha vers lui, une main posée sur sa cuisse. Ses yeux, lorsque nos regards se croisèrent, s'écarquillèrent et s'inquiétèrent, comme une patte prise dans les phares, le cœur battant la chamade. Rien ne bougeait en moi, sauf le vide qui occupait autrefois mon cœur. Je reconnus ce choc, le même que j'avais lu sur le visage de Claire la première fois que je lui avais annoncé ma promotion, ou le jour où Jacob s'était glissé dans notre lit après une nuit fiévreuse. Sauf que maintenant, ce n'était ni de la joie ni du soulagement que je ressentais. C'était le genre de froid qui envahit un homme lorsque le sol cède sous lui. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Je regardais sa main s'élever, et chaque millimètre me parut une cruelle mesure de mon échec. Je savais que ce geste n'avait rien à voir avec la tonte de la pelouse ou la livraison de soupe. Il faisait partie d'autre chose, de quelque chose que je n'aurais jamais imaginé dans notre maison, notre mariage, notre vie à deux. Chris leva les yeux et me vit. Son sourire s'effaça. Il se releva, fit racler sa chaise contre le sol. « Marcus » commença-t-il, son regard se portant vers Claire, puis de nouveau vers moi. Ce silence résonna dans le silence. Le visage de Claire se vida de ses couleurs. Elle s'écarta de lui, sa robe s'agitant,
et se releva d'un pas chancelant. « Marcus » dit-elle d'une voix tremblante. J'ai entendu la question derrière ce mot. Pourquoi, comment, quand? Mais le son était brisé, englouti par le gouffre soudain qui nous séparait. Je fis un pas en avant, presque trop lentement à mon propre confort, et déposai le bouquet sur la table basse, entre nous. Les tulipes, autrefois symbole d'espoir, semblaient étrangères à cet endroit. Leurs pétales dorés s'étalaient comme des drapeaux éclatants de défaite. Je plaçai mon bagage à main à côté d'elle, ouvert à moitié, révélant une chemise soigneusement pliée et mon blazer. Je pris la petite boîte d'antibiotiques de Jacob. Il était rentré de l'hôpital quelques jours auparavant, rémission officielle, et la déposé à côté des tulipes. Ma main tremblait, mais je tenais les objets avec douceur. C'était notre vie en deux signes. La promesse d'un nouveau départ dans les fleurs, la menace fragile de la santé de Jacob et les médicaments. Et entre eux se disait un homme qui était devenu ce qu'aucun de nous n'avait prévu. Je ne dis rien. Les mots auraient signifié marchandage, supplication, explication. Il n'y avait plus de mots. Je tournai les talons et sortis de la pièce. Je sentis leur regard sur moi. J'ai vu les lèvres de Claire s'entr'ouvrir comme pour m'appeler, mais j'ai continué à avancer dans le couloir, à dépasser la cage d'escalier et à sortir. L'air du soir m'a frappé comme un regret tangible, frais et vif, se glissant dans mon col. J'ai refermé la portière derrière moi et j'ai entendu le clic, un dernier saut que je ne pouvais défaire. Je me suis dirigé vers ma voiture sans me retourner. Je me suis assis au volant, la tête appuyée contre le volant, arrivé avant même de réaliser que j'étais parti. Je n'ai pas femme, mais j'ai appris ce que j'apprécie. L'honnêteté, la présence et le lien inébranlable entre le père et le fils. Le futur s'étend comme une toile non peinte, et je tiens le pinceau, prêt à le remplir de moments de connexion authentique, de résilience et d'un amour qui, bien que modifié, perdure. Appelez Claire. Je n'ai pas appelé Chris. Je n'ai pas appelé mes parents. Je suis resté assis là, des tulipes sur le siège passager, des antibiotiques dans la console, le front collé au volant jusqu'à ce que ma vue se brouille. Et quelque part dans ce silence, j'ai compris que le miracle que j'avais ramené à la maison, c'était quand je ne pouvais plus partager. Je suis parti, les moteurs ronronnant comme un besoin de tout ce que je croyais savoir. Demain, je déciderai de la suite. Mais ce soir, j'ai simplement laissé le monde s'échapper dans la lueur de mon tableau de bord. Pleurant la vie qui s'était terminée à l'instant où j'ai marché. Passé cette porte. Les 10 années que nous avions construites ensemble s'étendaient devant moi comme une tapisserie tissée de joie et de douleur. Chaque fil était un souvenir que j'avais cru indélébile. Claire et moi nous sommes rencontrés au printemps de notre 2e année à l'université. Elle portait une robe d'été couleur menthe fraîche. Les cheveux tirés en arrière révélant un sourire qui accrochait la lumière comme un phare. J'étais la nouvelle étudiante transférée, maladroite et sérieuse, portant trop de livres et manquant d'assurance. Elle a ri de mon bégaiement nerveux lorsque je me suis présenté, et j'ai su à cet instant que ma vie avait changé. Des séances d'études nocturnes à la bibliothèque au petit déjeuner précipité entre les cours, nous sommes devenus inséparables. À 24 ans, nous nous sommes mariés dans une petite chapelle entourée de cornouillers et de fleurs, ses parents rayonnants, et ma famille débordant de fierté. À 26 ans, nous détenions les clés de notre première maison. Une maison en briques à 2 étages avec une balancelle grinçante et des chambres qui imploraient le rire des enfants. Et à 27 ans, c'est arrivé. Jacob, notre fils, est arrivé avec un cri féroce et une tignasse noire. Et je me suis juré de le protéger de toutes mes forces. Durant ces premières années, chaque étape importante était un triomphe. Je me souviens du soir où nous avons peint sa chambre d'enfant en jaune soleil, elle fredonnant une berceuse en appliquant une 2e couche sur le mur. Je tenais le rouleau à la main, mais je la laissais me guider, car elle portait la vision de notre avenir dans sa douce insistance. Nous formions une équipe. Elle avec ses mains chaleureuses et son cœur ferme. Moi avec mes plans scrupuleux et ma détermination tranquille. Ensemble, nous avons construit plus que des murs et des toits. Nous avons bâti un monde de petits déjeuners aux crêpes du dimanche, de pique-nique au parc avec ses petites jambes dansant au vent, et d'histoires du soir lues avec des voix trop dramatiques pour un public d'une seule personne. Ces années étaient le ruban d'or qui entourait toutes mes convictions sur l'amour et la famille. Puis, 8 ans plus tard, la tempête que personne n'avait vue venir est arrivée. La leucémie de Jacob. Elle a commencé par une ecchymose au genou qui ne s'estompait pas. Une fatigue trop lourde pour un garçon de 6 ans.
Nous avons pris cela pour un accident et des douleurs de croissance, jusqu'à ce que son médecin ait l'air profondément inquiet. L'odeur antiseptique de l'hôpital et le bip de la machine à 4. Je me souviens encore du cri de Claire la première fois que nous avons vu le mot « cancer » défiler sur le dossier. Ce n'était pas le moment triomphal et bouleversant que j'avais imaginé. C'était une trappe s'ouvrant dans le sol sous nos pieds, et nous étions en train de plonger. Notre partenariat a basculé du jour au lendemain. Claire est devenue la veillée incessante au chevet de Jacob. Priant pendant les longues nuits où la chimio le rendait fiévreux et pâle. Elle lui chuchotait des histoires, lui tenait la main malgré une douleur qu'aucun enfant ne devrait endurer, et portait ma gratitude inexprimée dans ses yeux creux. Je suis devenue la pourvoyeuse de produits de première nécessité, de demandes d'indemnisation, de schémas thérapeutiques, de rotations hospitalières, de chaque article de recherche que je pouvais trouver sur les traitements émergents. Je réservais mes vols aller-retour avec une précision irréprochable. Toujours précise, toujours cachée derrière le prétexte des exigences des entreprises. Entre les réunions du conseil d'administration et les conférences téléphoniques, je restais assise dans les cabinets médicaux, apprenant les acronymes et les dosages, négociant avec les compagnies d'assurance comme une avocate défendant la vie de son fils. À cette époque, le romantisme semblait comme un lointain souvenir, quelque chose dont je me souvenais à moitié, issu de films, et non de ma propre histoire. Nous n'avions pas de dîner en tête-à-tête ni de baisers volés dans le couloir. Nos baisers étaient aseptiques, aériens, et échangés avant que je ne retourne précipitamment à l'hôpital ou après qu'elle soit revenue d'une veillée nocturne et m'ait trouvé endormi dans le fauteuil d'invité. L'amour était devenu une question de survie plutôt que de passion. Nettoyer les sondes d'alimentation, suivre les résultats d'analyse, identifier les contacts d'urgence. Les rires qui emplissaient autrefois notre maison se sont réduits à des échos creux dans les couloirs des ailes stériles. Malgré l'obscurité, nous nous serrions fort l'une contre l'autre. Il y avait des nuits où les larmes de Claire tombaient sur mon épaule, et je pressais son visage contre ma poitrine pour qu'elle trouve un moment de paix. Il y avait des jours où je la trouvais dans le jardin, la terre sous les ongles, les mains tenant une poignée de jeunes plants qu'elle promettait de voir pousser quand Jacob irait mieux. Nous parlions d'avenir, puis du retour aux crêpes du dimanche, du jour où son rire résonnerait à nouveau dans notre jardin. Nous parlions avec la conviction de ceux qui refusent de se briser, même si chaque cellule de notre corps est intacte. J'avais peur de m'effondrer. Et malgré tout, il y avait des bribes de ce que nous étions autrefois. Je me souviens de l'après-midi où le taux de glycémie de Jacob avait suffisamment augmenté pour que ses cheveux repoussent. Claire l'avait emmené au parquet, appuyé contre la portière de notre voiture, je l'avais observé glisser sur le toboggan et rire si librement que ma poitrine s'était serrée d'espoir. Je l'ai vu sourire, puis la vieille étincelle s'est allumée dans ses yeux et je me suis souvenu pourquoi je l'aimais, sa force inébranlable, son cœur tendre, sa capacité à extirper la joie d'un monde aussi gris qu'un couloir d'hôpital. Mais le prix de cette crise était élevé. Nous avons survécu en nous concentrant uniquement sur la santé de Jacob. Les soirées en amoureux et les conversations à notre sujet étaient des pertes. Nous parlions d'échéances et de plans de traitement, jamais de rêves qui n'impliquaient pas la rémission du cancer. Les rôles que nous avions endossés sont devenus nos seules identités. Claire l'aidante. Moi la pourvoyeuse. Nous sommes devenus partenaires dans la crise plutôt que des amants amoureux. Lorsque Jacob a finalement sonné la cloche, signalant la fin de la chimio, le monde nous a semblé inconnu. Nous sommes restés là. Sur les marches de l'hôpital, main dans la main, respirant la liberté comme une drogue. Pourtant, alors que nous rentrions à la maison, la voiture silencieuse entre nous, j'ai réalisé que la crise nous avait transformés d'une manière que nous comprenions à peine. Ce soir-là, j'ai rapporté le dîner, un repas de chameau commandé à notre béastro préféré, une bouteille de vin sous le bras. J'ai tout disposé sur la table, espérant retrouver l'intimité que nous avions autrefois. Claire est entrée discrètement, les yeux exprimant la fatigue et le soulagement. Elle s'est assise, a bu une gorgée de vin et a soupiré. On a réussi, a-t-elle murmuré. J'ai tendu la main par-dessus la table et lui ai pris la main. Mais la chaleur que j'attendais était lointaine, un rappel que si notre fils était guéri, notre mariage, lui, ne l'était pas. 10 ans plus tard, je suis assise ici, me remémorant ces jours avec une douleur douce amère. Nous avons construit quelque chose de magnifique, une vie définie par un engagement si acharné qu'il a résisté aux épreuves les plus terribles. Pourtant, ce faisant, nous avons perdu de vue les joies les plus simples qui nous avaient réunis. Nous sommes devenus des artisans de la survie. Je construisais chaque jour à partir de fragments d'espoir et d'épuisement, laissant ainsi le fil de l'amour se défaire. J'ai fermé les yeux et j'ai senti le poids de cette décennie,
ses triomphes et ses tragédies résonnaient jusqu'à mes os. Je croyais encore en nous, je croyais que les fondations que nous avions posées pouvaient être reconstruites, que le rire et l'amour pouvaient renaître. Mais en repensant à Claire et à la vie que nous avons partagée, je sais que certains pans de la tapisserie sont irrémédiablement effilochés. Nos 10 années restent un témoignage de dévouement et de crise, mais aussi un avertissement, le dévouement seul ne peut rallumer les étincelles d'amour une fois éteintes. Et, alors que je me tiens sur le seuil de notre maison en ruine, tulipes et plantes médicinales laissées comme témoins silencieux de notre effondrement, je comprends que ce que nous avons construit ensemble est peut-être beau, mais aussi irrémédiablement brisé. Chris Lennox a emménagé à côté juste au moment où les premières jonquilles perçaient la terre en train de dégeler. Je me souviens très bien de ce matin. Je versais du café sur la véranda, savourant le calme qui a suivi. Il y avait plus d'une semaine que j'étais à l'extérieur lorsque j'ai entendu le grondement d'un camion de déménagement. Regardant par-dessus la rambarde, j'ai vu un homme dégingandé en sweatshirt vert kaki délavé guider le chauffeur, désignant d'un geste la maison de location que nous connaissions comme la plus calme à gauche. Ses cheveux étaient coupés ras et sa posture suggérait la discipline d'un soldat, les épaules droites, la tête droite comme scrutant l'horizon à la recherche de menaces. J'ai fait un signe de la main hésitant. Il a hoché la tête et m'a rendu les boîtes d'équilibrage. Durant ces premières semaines, Chris m'a semblé serviable, même dans les plus simples des cas. Il est apparu dans notre allée avec une boîte à outils lorsque la lumière de notre garage s'est éteinte, s'est accroupi près du décodeur lorsque notre télévision a perdu le signal et a ramené les poubelles vides à leurs poubelles les semaines où notre routine s'est essoufflée. Il m'a apporté de la soupe au poulet un soir après que je me sois endormi par terre à côté du lit d'hôpital de Jacob, les néons de sa propre maison scintillant derrière les rideaux tirés. Je me souviens du sourire reconnaissant de Claire lorsqu'il a posé le bol fumant sur le plan de travail et s'est éclipsé sans agitation. Épuisé, je n'ai pas hésité, j'ai simplement hoché la tête pour remercier et je me suis remise à surveiller les constantes de Jacob. La gentillesse et la crise étaient comme de l'oxygène. Chris ne demandait pas de remerciements et n'attendait rien en retour, mais je sentais une aisance croissante entre lui et Claire. Au début, c'était elle qui lui envoyait un SMS pour savoir s'il avait dîné. Ensuite, c'était lui debout sur notre porche, une fois de plus sa boîte à outils à la main, tandis qu'elle s'appuyait contre le dossier de son jean taché de peinture. J'étais trop absorbé par mes feuilles de calcul et mes formulaires d'assurance pour remarquer la façon dont ses épaules se détendaient en le voyant ou comment elle riait plus facilement à ses blagues qu'aux miennes depuis des mois. Je pensais que la gratitude rapprochait les gens. Je n'avais pas imaginé qu'elle pourrait me l'éloigner. Un soir, après que les globules rouges de Jacob se soient stabilisés et que j'ai réussi à m'échapper de l'hôpital pendant quelques heures, je suis arrivé et je les ai trouvés assis sur les marches de derrière. Je les ai rejoints en silence. Chris, un soda frais à la main, Claire tapant dans l'herbe avec ses tongs. Les grillons bourdonnaient au bord du jardin. Je lui ai demandé comment il s'était installé. Il a souri, la voix basse et posée. Il a dit qu'il aimait la camaraderie tranquille du quartier. Claire m'a jeté un coup d'œil et m'a dit qu'il avait été une telle bénédiction, Marc. J'ai hoché la tête, mais j'avais la gorge serrée. Il a été formidable. J'ai réussi à le faire en fermant mon navigateur. Le travail pouvait attendre quelques instants. Dans les mois qui ont suivi, Chris est devenu la bouée de sauvetage dont je n'avais plus besoin, mais dont je ne pouvais me passer. Quand les cheveux de Jacob ont enfin repoussé plus épais qu'avant, Chris s'est porté volontaire pour aller le chercher à l'école afin que Claire puisse faire une pause. Il a appris à Jacob à faire des ricochets sur le ruisseau derrière notre maison et a applaudi plus fort que quiconque. Lorsque le garçon a atteint la rive opposée après son premier lancer, ils ont rapporté des poignées de pierres polies et des sourires triomphants. Je regardais depuis le porche, les mains jointes sur mes genoux, et j'ai ressenti une guerre de gratitude et d'envie en moi. J'étais fier de mon fils, heureuse pour Claire, mais un nœud s'est serré dans ma poitrine en réalisant que Chris était devenu la figure paternelle que j'essayais tant d'incarner. Et le partenaire sur lequel Claire s'appuyait plus que sur moi. Ce n'était pas seulement l'aide pratique. C'était sa façon d'écouter. Le récit de Claire est passé de « je dois te dire » et j'ai remarqué la différence dans son ton. Elle lui a confié son rêve de créer un groupe de jardinage thérapeutique pour les familles du service d'oncologie de l'hôpital, un projet que nous avions un jour esquissé sur des serviettes en papier, mais que nous n'avions jamais trouvé le temps de réaliser. Elle lui a demandé son avis sur les couleurs de peinture pour le sol de la chambre d'enfant, des idées de repas pour réconforter Jacob lors de ses petites faims, et comment gérer la fatigue qui persistait. Il a écouté avec une intensité qu'on n'avait pas montrée depuis des mois de conversations précipitées. Un soir, au dîner,
quand je lui ai demandé comment elle se sentait, elle s'est arrêtée en plein milieu de son assiette pour se couvrir. Son regard s'est porté vers la fenêtre où la maison de Chris se trouvait, assombrie par le ciel nocturne. « Je suis fatiguée, Mark, a-t-elle dit doucement. Mais je me sens blessée quand je lui ai parlé. Cet aveu m'a frappé comme un coup de poing. Une pierre. J'ai tendu la main vers elle par-dessus la table, mais elle s'est retirée. Je sais que tu fais tout ce que tu peux, dit-elle. Mais parfois, j'ai juste besoin de quelqu'un qui ne porte pas déjà la moitié du monde. Je reconnais maintenant que ces paroles étaient la vérité d'un maître de plaidoirie. Elle avait besoin de plus que ce que je pouvais donner. J'étais tellement absorbé par l'entretien de l'échafaudage de nos vies, le travail, les factures, les rendez-vous médicaux, que j'en oubliais que le fondement était notre mariage lui-même. Pendant ce temps, Chris s'est glissé dans les fissures que je n'avais pas remarquées, les comblant d'attention et d'empathie. Le matin où je les ai enfin vus, je les ai vraiment vus. Je jetais des ordures dans la poubelle quand j'ai levé les yeux et surpris Chris en train de rire tandis que Claire se penchait vers lui. Un éclat. Le geste était léger, sa tête s'inclinant contre son épaule, mais le poids derrière me frappa comme un train de marchandises. Je lâchai le sac poubelle et leurs rires s'éteignirent, remplacés par des regards rapides et surpris. Quand leurs yeux rencontrèrent les miens, ils se figèrent tous les deux et je sentis la distance entre un étirement et un gouffre. À cet instant, je compris que le voisin réconfortant que j'avais accueilli dans nos vies était devenu quelque chose de plus. L'homme. Elle se tournait vers lui quand j'étais absente, l'homme qui lui rappelait ce que c'était que d'être vu. J'ai compris alors que notre crise avait nécessité un soutien indéfectible et que j'avais comblé ce besoin, mais au prix de perdre l'intimité qui nous soutenait. Chris était peu à peu devenue ce que j'étais trop épuisé pour être, présente, attentive et ouverte. Je reculai, la poubelle claquant derrière moi, et je sentis la vacuité du rôle que je m'étais créé, mari et prénom, mais plus étrange en esprit. Chris se redressa, les mains vides maintenant, et me fit un petit signe de tête respectueux avant de se détourner avec Claire. Ils remontèrent l'allée jusqu'à son hache. Au lieu de cela brisa mes certitudes. Debout là, le soleil matinal me réchauffant les épaules, je me suis juré de me battre pour ce que nous avions autrefois. Mais dans ce valet, la douleur de savoir qu'il était peut-être déjà trop tard. Le lent destin de notre mariage n'était pas marqué par de grandes trahisons ou des confrontations enflammées, mais par l'érosion silencieuse de tout ce que nous croyions autrefois indestructible. Au début, au fil des jours, Claire et moi évoluions dans la maison comme des danseuses dans un manège bien rodé. Nos pas cadraient. Nos regards se croisaient. Nos rires résonnaient en parfaite harmonie. Avec le temps, cependant, notre chorégraphie s'est essoufflée. Nous trébuchions sur les mêmes vieux malentendus. Nos rythmes se sont désynchronisés, et la musique de notre vie commune s'est progressivement estompée jusqu'à ne laisser qu'un écho. Tout a commencé par les petites choses. Je rentrais du travail en m'attendant à un accueil chaleureux, mais elle était plongée dans son téléphone, parcourant sans fin les fils d'actualité à la recherche de nouvelles sur les avancées en oncologie pédiatrique. Je m'éclaircissais la gorge en la saluant, et elle clignait des yeux, souriait faiblement, puis revenait à l'écran. Je n'arrêtais pas de penser, elle est juste fatiguée. Elle a tellement porté de fardeau. Et je lui offrais un câlin fatigué avant de me rendre à mon bureau pour m'occuper de mes propres échéances. Nous avons appris à accepter ces brefs échanges comme suffisants, troquant de vraies conversations contre des remerciements polis. Le week-end, je proposais une promenade au parc, espérant chasser les odeurs persistantes de l'hôpital avec de l'air frais, mais Claire consultait la météo, annonçait un orage possible, la pluie était toujours synonyme de problème, surtout pour le système immunitaire de Jacob, et suggérait que nous restions à la maison. Nous nous blottissions aux extrémités opposées du canapé, sa tête penchée sur une tablette, la mienne enfouie dans mon ordinateur portable. Nous étions assis côte à côte, pourtant à des kilomètres l'un de l'autre, notre silence si omniprésent que je me demandais parfois si quelque chose pourrait vraiment nous relier à nouveau. Dans la cuisine. L'endroit où nous cuisinions autrefois des repas élaborés ensemble, elle coupant des légumes, moi remuant des sauces pendant qu'elle me taquinait sur mon manque de finesse culinaire, est devenu un lieu de routine solitaire. Je prenais une barre protéinée et un verre d'eau avant de m'abandonner à la lueur de mon écran d'ordinateur. Elle réchauffait un plat surgelé et mangeait. Sur ses propres feuilles de calcul de factures médicales et de rendez-vous. Nous dînions séparément, sans partager ni nourriture ni anecdote. Nos dîners de famille, autrefois le cœur battant de notre foyer, étaient devenus victimes de notre épuisement mutuel. Les conversations à notre sujet cessèrent. Si je demandais « Comment vas-tu ?», elle répondait toujours « Tout va bien ».
Si elle demandait « Comment était le travail ?», je répondais « C'était productif ». Aucune de ces questions ne cherchait à creuser le mystère. Nous évitions le silence gênant qui s'ensuivrait si nous le faisions. Il était plus facile de faire comme si tout allait bien que d'affronter le fossé grandissant. Nous avons arrêté de rêver à voix haute. Plus de discussions sur les futures vacances. Plus de discussions sur la fin de tout ça. Écrivons des promesses. Nos déclarations du dimanche s'évanouissaient sous le poids de la réalité. Notre intimité succombait à notre fatigue. Plus de baisers volés dans le couloir, plus de mains frôlant la rampe d'escalier, plus de déclarations murmurées avant l'extinction des lumières. Nous étions allongés dans nos lits, dos tournés, partageant le même matelas, mais pas le même cœur. L'arrivée du sommeil fut un soulagement. Une brève et nécessaire échappatoire à la tension qui pesait entre nous. Parfois, je lui tendais la main dans le noir, pour la retirer quand je réalisais qu'elle refusait. Même la chaleur de nos corps ne parvenait pas à créer le moindre lien. Avec le recul, je réalise que notre absence de dispute n'était pas une preuve d'harmonie, mais d'indifférence. Quand quelque chose vous blesse, vous vous battez pour cela avec colère, désespoir, passion. Pourtant, Claire et moi coexistions, tout simplement. Nous étions colocataires avec un prêt immobilier commun plutôt que partenaires. Notre alliance s'est forgée dans les flammes de la crise, durcie en une apathie fragile. Une fois le danger immédiat passé, nous avons concentré toute notre énergie sur la survie de Jacob. Et lorsque ce combat a pris fin, nous n'avions plus rien pour nourrir notre propre relation. Des signes de sa dérive apparaissaient dans son attitude. Un subtil changement de posture à mon entrée, une hésitation dans son sourire, une douceur dans sa voix réservée à notre voisin, Chris. Une fois, elle s'est attardée sur le porche sous la lumière des étoiles, sa silhouette se découpant sur la nuit, bavardant et riant avec lui. Je regardais par sa fenêtre et j'ai ressenti une douleur indicible. Ce n'était pas vraiment de la jalousie. C'était la tristesse de voir ma maison, ma vie, m'échapper. Je me souviens lui avoir proposé un soir de regarder un film ensemble, quelque chose de léger, comme nos vieilles comédies préférées, et elle a secoué la tête. « Je ne peux pas supporter ça », a-t-elle dit. « C'est trop normal. » J'ai cligné des yeux. Ces mots m'ont blessé plus profondément que n'importe quelle accusation. La normalité était un luxe dont elle se sentait indigne après tout ce que nous avions enduré. Je comprenais cette douleur, mais je comprenais aussi qu'en refusant la normalité, nous nous refusions nous-mêmes. Le véritable point de rupture est survenu un jour qui semblait ordinaire. Je suis rentré tôt, des tulipes à la main, espérant qu'un geste de couleur dans notre monde gris pourrait faire naître quelque chose. Au lieu de cela, je l'ai trouvée dans le salon, la tête posée sur ses bras croisés, des larmes scintillant sur ses cils. Elle a levé les yeux vers moi. La honte et la tristesse se mêlaient dans son regard. « Je ne sais plus qui je suis », a-t-elle murmuré. Cet aveu a brisé quelque chose en moi. Ce n'était pas la trahison que je découvrirais plus tard, mais la prise de conscience qu'elle s'était perdue et que j'avais laissé faire. Je me suis approché d'elle, j'ai pris ses mains tremblantes et les miennes, et je lui ai demandé « Qui veux-tu être ?» Mais elle a secoué la tête, fixant les fleurs que je tenais. « Je ne suis pas sûr de vouloir ce mariage », a-t-elle admis d'une voix à peine audible. Les pétales des tulipes jaunes sont tombés un à un sur le tapis, comme si la nature elle-même pleurait cet instant. J'ai senti le monde basculer sous mes pieds, la tapisserie de notre vie s'effilocher en temps réel. Ces mots ont marqué la fin de notre lente disparition et le début de notre délabrement. Pas de confrontation dramatique, pas d'engueulade, juste un aveu discret que deux cœurs autrefois liés s'étaient irrémédiablement déliés. Je l'ai alors serrée dans mes bras, ne sachant pas si je pourrais un jour la lâcher, mais comprenant que l'amour seul ne suffirait peut-être pas à réparer les dégâts du temps et des traumatismes. Dans le silence qui a suivi, j'ai compris que la disparition n'était pas le drame d'une seule trahison. Mais la tragédie des années négligées, des petits moments ignorés, de l'intimité sacrifiée à la survie. Et tandis que je la regardais se retirer dans notre chambre, me laissant debout dans un salon jonché de tulipes, j'ai compris que parfois, le chagrin le plus fort est celui qu'on n'entend presque pas avant qu'il ne soit trop tard. Avec le recul, les signes avant-coureurs étaient présents dans presque toutes les pièces de la maison, gravés dans les petits détails que je choisissais d'ignorer. Le regard persistant de Claire sur la balancelle du porche tandis qu'elle regardait Chris ranger sa tondeuse à gazon. Sa façon de s'attarder dans la salle de bain après la douche, passant du bout des doigts le long du carrelage frais comme pour en mémoriser les contours. Les minutes supplémentaires qu'elle prenait à se regarder dans le miroir de la chambre avant d'entrer dans le couloir.
Je me disais que c'étaient les effets secondaires du stress, que chacun d'entre nous s'accrocherait à de petits rituels lorsque la vie avait déchiré notre famille. Mais avec le recul, j'y ai reconnu les fils d'une tapisserie de trahison que je refusais de voir. Tout a commencé assez innocemment. Elle l'a appelé quand elle n'arrivait pas à dormir. Sa voix s'est étouffée par-dessus le « elle a téléphoné pour que la sonnerie du réveil ne réveille pas Jacob ». Il a répondu et ils ont échangé de petits mots réconfortants. Il lui a assuré que l'air nocturne protégerait sa voiture du gel. Elle m'a décrit un rêve où elle voyait Jacob courir après des papillons dans le jardin. Il écoutait. Il se souciait de moi. Et moi, aveuglé par mon épuisement, j'ai pris cette attention pour de la gentillesse. C'est moi qui fouillais dans les déclarations d'assurance et les documents de recherche à 2 heures du matin. Pourquoi ne trouverait-elle pas du réconfort dans une voix qui ne portait pas le poids des responsabilités? Puis est arrivée la petite erreur, les réunions de travail, disait-elle, se prolongeraient alors que je voyais depuis notre allée que le camion de Chris était toujours garé sous le lampadaire. Les courses, selon elle, nécessitaient une attention immédiate et l'emmenaient à des kilomètres de chez elle. Chaque fois que je la questionnais, elle me regardait avec ses yeux fatigués et disait « J'essaie juste de nous maintenir ensemble ». Et j'acquiesçais, la culpabilité me serrant la poitrine. Je me persuadais que chaque instant où elle s'enfuirait serait un sacrifice pour le bien-être de notre famille. Je ne me suis jamais demandé si quelqu'un d'autre ne comblait pas le vide que j'avais laissé derrière moi. Son calme apparent dissimulait quelque chose de bien plus rusé. Elle me souriait chaque matin en versant du café dans ma tasse de voyage, mais ses sourires n'atteignaient pas ses yeux. Un jour, je l'ai surprise à caresser le bord de son alliance, ce petit cercle d'or que j'avais choisi de symboliser à jamais. Elle en a tracé la courbe avec l'ongle du pouce, puis l'a retirée, la tenant dans sa paume comme pour en mesurer l'importance. J'ai perçu l'hésitation dans ce geste, mais je l'ai prise pour de la fatigue. Je n'ai jamais demandé pourquoi elle l'avait retirée. Poser la question me semblait trop conflictuel, trop susceptible de briser le fragile morceau auquel je m'accrochais encore. Le soir où j'ai découvert le premier vrai mensonge. J'étais rentré à la maison avec les papiers de remise de Jacob serrés dans ma main, imaginant comment son visage s'illuminerait à la lecture de ces mots. Au lieu de cela, je l'ai trouvé sur le porche, emmitouflé dans une couverture, les yeux rivés sur son téléphone. Elle leva les yeux, rayonnantes. Avec quelque chose que je ne pouvais nommer. Ils l'ont transféré aujourd'hui, murmura-t-elle, mais pas à propos de Jacob. Je suivis son doigt jusqu'à une photo, le fils de Chris, un petit garçon de l'âge de Jacob, souriant dans un uniforme de baseball. Ma poitrine se serra. Vous avez rendu visite à sa bande, demandai-je. Vous avez dit que vous regardiez les analyses de Jacob. Sa bouche s'inclina en un demi-sourire d'excuse. J'ai changé de place, dit-elle. Je pensais que Jacob était entre de bonnes mains. Soulagement et colère se heurtèrent en moi. Elle avait menti pour me protéger, affirma-t-elle, m'épargnant ainsi du stress. Mais mentir, réalisai-je alors, n'était pas une protection. C'était une trahison. J'ai commencé à remarquer les contradictions. La réplique qu'elle répétait quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. La façon dont elle pinçait les lèvres quand elle pensait que personne ne la regardait. L'empressement qu'elle manifestait quand Chris arrivait avec du café frais ou une pâtisserie maison. Ce petit geste qu'elle me réservait autrefois. Elle se confiait à lui comme elle ne se confiait plus à moi. Ses angoisses, ses espoirs fugaces de normalité, ses rêves. De récupérer la joie. Je me suis retrouvé avec les factures de notre vie, les déclarations hypothécaires, les factures médicales. Bien qu'il ait tenu les conversations qui maintenaient notre mariage, je m'accrochais toujours aux justifications. Je me suis dit que sous les mensonges Jet, que chaque mauvaise orientation était alimentée par sa peur pour notre paix fragile. Je me suis chuchoté que je réagissais de manière excessive, que tout ce qui se passait n'était rien de plus qu'une amitié s'approfondissant sous pression. Mais il y a eu un moment où la justification est devenue insupportable. J'ai trouvé des messages sur sa tablette qui a des textes rapides à Chris après le coucher. Des mots qui parlaient de désir, de gratitude, de besoin. Ils étaient assez courts pour être manqués en un coup d'œil, mais ils ont ajouté à une déclaration que je ne pouvais plus ignorer. La façon dont vous me comprenez me fait me sentir à nouveau vivante, une lecture. Un autre. Je suis tellement fatigué de me sentir seul dans ce mariage. La trahison a lancé comme une blessure ouverte. J'ai plié la tablette dans ma main, chaque syllabe un coup qui résonnait à travers les pièces vides de notre maison. J'ai traversé le salon,
la mémoire inondant mon sens. Les tulipes sont restées intactes sur la table basse, les antibiotiques de la poussière de soins de Jacob. Chaque objet que j'avais placé dans l'espoir était devenu un monument à sa tromperie. Je l'ai confronté cette nuit-là, debout dans le couloir tandis que le ventilateur de plafond tournait paresseusement au-dessus de nous. J'ai tenu la tablette comme des preuves, et j'ai cherché son visage pour des remords. Elle n'a pas tressailli. Elle m'a regardé régulièrement et a résolu et a dit, « J'avais besoin de quelque chose que vous ne pouviez pas me donner. » J'ai senti un frisson qui me traverse alors que ces mots coulaient. Elle a nommé la vérité que j'avais refusé de voir. Notre survie était venue au prix de notre amour. Pendant tout ce temps, elle parlait doucement, comme s'il expliquant un trêve délicat plutôt que d'admettre l'infidélité. Quand Jacob est tombé malade, nous avons tous les deux changé, elle a commencé. Surface. Est intervenue pour remplir l'espace où mon amour résidait autrefois. Léger, la tablette encore chaude dans ma main. Notre survie nous avait trahis tous les deux. La maison que nous avons construite pour endurer était devenue une prison de demi-vente et de désir. Et alors que je traversais les pièces ombragées, j'ai compris que dans la bataille pour protéger la vie de notre fils, nous avions sacrifié la vie de notre mariage et peut-être notre chance à tout avenir ensemble. L'appel est venu alors que j'étais à mi-chemin du terminal de l'aéroport, une valise tirée derrière moi, une fatigue induite par la brume brouillant les visages autour de moi. Mon téléphone buste, un texto de Claire. Appelez-moi maintenant. Mon cœur a baigné alors que je le creusais de ma poche, s'inquiète plus rapidement que mes pas vers la porte de départ congestionnée. La voix de l'agent de bord sur l'interphone a bronzé les restrictions de bagages à main, et je l'ai à peine enregistré. J'ai tapé son nom. Quelques secondes plus tard, sa voix a craqué à travers la ligne, à peine au-dessus d'un murmure. C'est officiel. Jacob est en rémission. Un millier d'émotions m'ont claqué tout de suite. Soulagement si féroce, il a fait boucler mes genoux. Gratitude si profonde m'a étouffé. Joie si brillante qu'elle m'a presque aveuglé. J'ai trouvé un banc vacant près de la porte 14 et je me suis assis fortement, en appuyant sur mon visage dans mes mains. Autour de moi, les voyageurs se sont effondrés dans les voies de sécurité, mais je n'ai rien entendu sauver le rythme de mon cœur qui batte comme un tambour de guerre. Rémission. La parole se sentait sainte sur ma langue. J'ai imaginé le visage de Claire lorsqu'elle a entendu la nouvelle pour la première fois. Les yeux mouillés, le soulagement inondant ses traits si crus qu'il briserait son équilibre professionnel. J'imaginais Jacob souriant vers nous, ressortant dans son pas, revenant comme si ses jambes se souvenaient de la vie au-delà des 4 pôles. J'ai pensé à l'avenir. Morning simple avec des crêpes et des sirops, des sorties de parc sans main gantée et des visages masqués, des histoires au coucher sans machine médicale fredonnant dans l'obscurité. Tout était possible. Sans réfléchir, j'ai canalisé mon affectation de siège. J'ai trouvé le bureau du service client et j'ai expliqué mon plan. J'avais besoin de rentrer à la maison maintenant. Ils m'ont pressé sur le prochain vol. Étage 20 minutes plus tard, j'ai été attaché dans un siège de fenêtre, le cœur se faisant tomber dans ma poitrine comme l'avion a accéléré sur la piste. Le bourdonnement des moteurs était une berceuse, me ramenant à la vie que j'avais combattue si forte à préserver. J'ai fermé les yeux et laissé mon esprit errer dans chaque détail que j'avais manqué. Le rire de Claire, la façon dont les cheveux de Jacob ont attrapé la lumière, la paix de notre maison quand nous étions à nouveau entiers. J'ai atterri épuisé mais exalté, une valise traînant derrière moi alors que je faisais d'assaut dans la salle d'arrivée. J'ai attrapé un taxi sans même penser à des itinéraires de circulation, en train de faire un coup d'adresse au conducteur comme si ma voix portait de l'urgence dans sa coupe-pas. Les lumières de la ville se branquaient alors que je pressais mon front contre le verre, imaginant le moment où j'atteins notre porte d'entrée. J'ai répété mes paroles, la surprise, l'étreinte, le moment triomphant que nous partagerions. Quand je suis entré dans notre allée, mon souffle a pris. La maison était sombre à l'exception d'une seule lumière se répandant de la fenêtre du salon. Mes jointures enroulaient le cadre de la porte alors que je l'ouvrais. Claire, j'ai appelé, voix faisant écho dans la salle vide. Le jaune les tulipes j'avais prévu de remplacer pondé dans une poubelle par la porte arrière. Preuve des jours que j'avais passés. J'ai laissé tomber mon sac et je suis entré à l'intérieur. Je balais les pièces silencieuses. J'ai entendu des voix dans la cuisine, bas mais indubitables. Ma poitrine s'est resserrée. J'ai suivi le son, chaque étape lourde d'anticipation. En tournant dans le coin, je me suis arrêté court. Claire était assise à la table dans sa robe comme toujours, mais cette fois, ses mains bercèrent une tasse de thé,
et en face de son assis Chris Linux, se penchant, son sourire doux et privé. Leur conversation s'est arrêtée lorsque je suis apparu. Chris a sauté, en déversant de la vapeur de la tasse et d'un arc éphémère. Claire se tenait également, la robe béante, la vulnérabilité posée à nu dans la lampe à lampe douce. Ma valise glissa de mes doigts et claqua sur la tuile. La tasse a basculé, le thé trempant dans les grains de bois de la table. J'ai tout regardé comme si j'étais submergé derrière la vitre. Chris a essayé de parler. Marcus y, mais ses mots se sont dissous dans la tension. Claire a rencontré mon regard, des larmes remplissant les yeux, mais elle n'a rien dit. J'ai remarqué la bouteille de pilules sur la table, les antibiotiques de Jacob à côté d'un tissu froissé taché de thé. L'ordinateur portable ouvert a joué un spectacle en pause que j'avais suggéré une fois de regarder ensemble. Les restes de mes attentes étaient dispersés comme la preuve d'une vie que je croyais récupérer. Je m'avançais, ramassant la bouteille antibiotique et une seule tige de tulipe, une fois brillante, mais maintenant morte. Dans le creux de ma paume, il se sentait symbolique, espoir brisé, soigneusement déplacé, amour trahi. J'ai placé les deux sur la table entre eux, les plaçant doucement, comme si même dans la trahison, je pouvais offrir un dernier acte de tendresse. Ma voix planait dans ma gorge, mais aucun mot n'est venu. Au lieu de cela, je me suis retourné et je suis sorti, la porte de l'écran cliquant derrière moi comme un verdict. À l'extérieur, l'air nocturne et pressé, net et impitoyable. J'ai entendu mon propre souffle, en lambeaux et instable. Je suis parti sans regarder en arrière, le poing agrippant le volant jusqu'à ce que mes jointures s'élargissent. Je me suis souvenu du la première fois, j'ai tenu Jacob dans mes bras. Comment j'ai pleuré avec soulagement et promesse. Je me souvenais du vœu de mariage de Claire, les mots prononcés si sincèrement, pour le mieux, pour le pire. Cette violation était un seuil que ni aucun de nous n'avait prévu. Je me suis retrouvé dans le parking du même motel que j'en avais séjourné plus tôt dans la semaine. Assez loin pour être anonyme, mais assez proche pour entendre le bourdonnement lointain de notre réverbère. J'ai quitté la voiture courir, moteur bas. Alors que je m'asseyais en silence, le monde en dehors de mon pare-brise a étouffé. J'ai pensé à la rémission de Jacob, au miracle que je rentrerais à la maison pour partager et comment sa joie s'était transformée en cendre dans ma bouche. J'ai pressé l'oreiller sur mon visage et laissé les larmes venir. Des larmes pour la survie de mon fils et pour la vie que nous avions perdue dans le marché. J'ai pleuré pour Claire aussi, pas seulement pour ce qu'elle avait fait, mais pour l'épuisement et la douleur qui l'avait poussée dans les bras de quelqu'un d'autre. J'ai pleuré pour moi pour ne pas avoir vu les fissures jusqu'à ce qu'il soit trop large pour faire un pont. Quand je finalement leva la tête, des chires straight sur mes joues. J'ai réalisé que le miracle de la rémission était venu trop tard pour nous sauver. L'appel signifiait l'absence de peur, mais il est arrivé trop tard pour les hommes ce qui avait brisé entre deux personnes qui croyaient que l'amour pouvait tout conquérir. Je me suis allongé dans mon lit de motel, mon téléphone silencieux à côté de moi et j'ai pensé à demain. Je prendrai Jacob vendredi prochain. J'ai promis, même s'il n'avait aucune idée que la tempête l'attendait. Je ferai des plans et affronterai les conséquences. Mais ce soir, je laisse simplement la vérité s'installer. Le miracle que j'ai ramené à la maison avait sauvé notre fils, mais cela m'avait coûté ma femme. Et parfois la survie exige un prix pour lequel aucune négociation. Je me tenais sur les marches du porche pour une éternité, écoutant l'écho du vide de notre maison derrière moi. La porte d'entrée s'est fermée, mon verdict silencieux, et le monde à l'intérieur devint froid et immobile. Je pouvais presque entendre le bourdonnement de la bouilloire arctique sur le poêle, la goutte de café du matin remplissant nos tasses, le tourbillon lointain d'eux. Au lieu de cela, il n'y avait que le son de rien. Aucune voix n'appelle mon nom, pas de pas se précipiter sur le tapis, pas de rire qui ne retentisse pas dans des pièces vides. Dans ce silence, j'ai réalisé à quel point notre vie avait fait du bruit avant qu'elle ne s'effondre. Je ne savais pas combien de temps je m'attardais, mais quand je me suis finalement éloigné du seuil, je ne portais que le poids de l'absence. Ma valise est restée près de la porte, oubliée et dénuée de sens. J'ai descendu l'allée pieds nus, sentant la presse rugueuse en béton dans mon âme comme un rappel que j'ai été ancré dans cette réalité maintenant. Les tulipes jaunes et les antibiotiques, des jetons de l'espoir et de la guérison, étaient abandonnés derrière la vitre. Ils auraient aussi bien pu être des reliques d'un passé trop douloureux à récupérer. L'air nocturne était frais, remuant les branches au-dessus et portant la légère parfum de chèvrefeuille du jardin des voisins. J'ai inhalé profondément, goûtant la netteté de la solitude. Pour la première fois depuis le diagnostic de Jacob, je n'ai eu aucun rôle, aucune réunion à planifier, aucune assurance ne réclame,
pas de rendez-vous à l'hôpital pour jongler. Le seul plan que j'avais était d'aller de l'avant sans elle. Faire passer étape, pouce par pouce, j'ai conduit sans direction, laissant les routes se dépasser sous moi. Les lumières de l'autoroute broyaient les unes après les autres jusqu'à ce que je me retrouve sur une route arrière bordée de champs. Le ciel au-dessus de la tête d'une toile d'étoiles préservée par la lueur de la ville. Je me suis garé à un taux de participation et je suis sorti, la chaleur du moteur se dissipant dans la nuit. Je me suis penché contre le capot, les yeux fixés sur la ceinture d'Orion, ces 3 étoiles brillantes qui semblaient si constantes même lorsque tout le reste était en flux. J'ai pensé que Jacob dormait chez sa grand-mère, ignorant les bouleversements, rêvant de dinosaures et de super-héros. J'espérais que ses rêves resteraient innocents et n'ont contribué aux trahisons adultes. Mon téléphone a bourdonné, son nom clignotant sur l'écran, mais je l'ai ignoré. Je ne voulais pas d'excuses, d'explications ou s'il vous plaît. Je voulais que l'espace respire, à pleurer ce que nous avions perdu. Le tremblement dans ma poitrine n'avait pas de mots. C'était une douleur faible et régulière qui pullait à chaque battement de cœur. J'ai pressé ma paume contre le capot de la voiture comme s'il me fondait en quelque chose de solide, quelque chose qui ne s'effondrerait pas sous le pied. Quand Dawn a commencé à se glisser à l'horizon, j'ai réalisé que j'avais dormi dans la voiture. Mon cou était raide, ma chemise se tordait sous moi, mais le ciel était un lavage avec du rose et de l'or, une promesse de renouveau que je n'étais pas sûr de croire. J'ai commencé le moteur et je suis rentré chez moi, bien que notre maison ne se sente plus comme la mienne. J'ai déverrouillé la porte tranquillement, m'attendant à ce que le silence caverneux m'avale à nouveau. Au lieu de cela, une lumière clignote dans le couloir, douce et hésitante, suivie par le sort des pieds lointains. J'ai retenu mon souffle tandis que Jacob apparaissait, bâillant et se frottant les yeux, serrant une paire de chaussettes incompatibles dans une main et un dinosaure en peluche dans l'autre. Il cligna des yeux vers moi, la confusion et le soulagement se mêlant à son regard. « Papa » murmura-t-il. Je me suis agenouillé, le tirant dans mes bras et senti le rythme fragile de son souffle contre ma poitrine. Son petit corps a niché contre moi. Et pour la première fois depuis mon départ, j'ai senti quelque chose de solide sous les fractures. Mon rôle de son père, il sentait le shampoing et les crêpes, comme la sécurité et la possibilité. Et j'ai juré à ce moment-là pour protéger cette innocence, même si cela signifiait construire une nouvelle vie des fragments de nous. Il tira sur ma chemise, les yeux s'éclaircissant. « Tu m'as apporté le petit déjeuner ?» il a demandé. J'ai souri, une voix épaisse et j'ai hoché la tête. « Faisons des crêpes » dis-je. Alors que nous nous dirigeons vers la cuisine, ses pas se sont lumineux derrière moi. J'ai jeté un coup d'œil au salon. La bouilloire à thé avait disparu. Les tulipes ont balayé et les coussins du canapé se sont mobilisés comme si rien ne s'était passé. Mais je savais mieux. Je savais que l'air entre ces murs avait changé pour toujours. Dans la cuisine, j'ai trouvé le mélange de crêpes dans le garde-manger et je l'ai mis sur le comptoir. Jacob est monté sur un tabouret, rebondissant avec excitation. Il laissa tomber une cuillerée de mélange sur le sol et gloussa, puis me regarda avec de grands yeux, attendant ma réaction. J'ai ri, un brut, un son non gardé, je ne m'étais pas autorisé depuis des mois et j'ai ramassé le déversement. Les dégâts se produisent, dis-je, essuyant la farine du sol. Il sourit et descendit, se glissant pour récupérer la cuillère. En mélangeant la pâte, j'ai réalisé que nos matins pouvaient être désordonnés et imparfaits et toujours beaux. Je n'avais pas besoin de Claire pour terminer cette image. J'avais juste besoin de Jacob et de la volonté d'embrasser ce qui est venu ensuite. Le soleil se leva plus haut, léger se répandant par la fenêtre et réchauffant le fond de linoléum. La maison ne se sentait plus vide. C'était réel. Pour la première fois depuis ce jour, je me sentais enraciné dans le présent. Lorsque les crêpes grésillaient sur la plaque chauffante et que l'odeur de beurre a rempli l'air, Jacob frappa les mains. Je lui ai servi une pile moelleuse et il a dévoré la crêpe supérieure en une bouchée. Le sirop coule sur son menton. Je l'ai regardé, un gonflement du cœur et j'ai réalisé que l'amour perdure dans de petits moments, le rire sur de la farine renversée, la douceur collante du sirop, la confiance en un étreinte de l'enfant. Plus tard, alors que Jacob jouait avec son dinosaure à la table de la cuisine, j'ai nettoyé la vaisselle et jeté un coup d'œil à la porte du salon. Je ne savais pas si je reviendrais jamais dans mon mariage comme c'était auparavant. Je ne savais pas si je le voulais, mais je savais que j'avais le choix. Être défini par la trahison et la perte, ou pour me redéfinir par la résilience et l'amour. J'ai ramassé la bouteille antibiotique du comptoir, toujours non ouverte, et je l'ai emballée dans mon sac pour notre prochaine visite de médecin.
J'honorais la promesse que j'ai faite à Jacob, que je serais toujours là pour lui. Ensuite, je suis entré dans le salon où la lumière tôt le matin peignait de longues ombres sur le plancher. J'ai inhalé profondément, remplissant mes poumons de possibilités. Le son de rien s'était transformé en le son d'un nouveau départ. Les pas doux d'un garçon trouvant son petit déjeuner, le crépitement d'un paquet de sirop de papier et le bourdonnement bas d'un homme reconstruisant son monde. Un moment imparfait et plein d'espoir à la fois. De mari à étranger, la transformation est venue avec un seul texte. Il peut rester avec vous cette semaine. Je vais le chercher vendredi prochain. Pas d'épanouissement, pas d'explication, juste la réalité austère qu'aucun de nous n'avait osé la voir. J'ai appuyé sur send et regardé son nom s'estomper sur l'écran. À ce moment-là, le dernier film liant à la vie que je connaissais autrefois a cassé. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai emballé un petit sac, suffisamment de changements de vêtements pendant une semaine, mon ordinateur portable, quelques photographies de famille que je ne pouvais pas supporter de laisser derrière moi et je les chargeais dans la voiture. Le soleil était bas, des ombres s'étendant sur l'allée comme des doigts sombres. Je regardais à nouveau la maison, les fenêtres s'assombrissaient, la porte sans marque, la scène tacite à l'intérieur scellée pour moi pour toujours. J'ai fermé le coffre et j'ai glissé dans le siège du conducteur avec un sentiment de détachement étrange comme si j'étais quelqu'un d'autre emprunté mon corps pour ce voyage. En conduisant, j'ai ressenti le poids de chaque mile, chacun me distant du mari que j'étais. Les routes se sont brouillées, les centres commerciaux cédant la place à des quartiers tranquilles, les arbres des boulevards cédant aux champs ouverts jusqu'à ce que j'atteigne un petit motel au bord de la ville, le genre avec un signe de néon qui scintille, même quand il ne reste plus de postes vacants. J'ai réservé une chambre sous mon nom, payé avec une carte claire co-signée et transporté mon sac dans le hall, dépassé le greffier du conseil d'administration perché derrière plexiglas. Mon reflet dans la fenêtre teintée a montré des joues et des yeux creusés qui avaient trop vu. À l'intérieur de la pièce, je me suis assis dans mon sac et j'ai allumé la télévision pour découvrir qu'il n'y avait rien à voir. Les encres de presse. On brondait la politique, les points forts sportifs, les émissions de cuisine. Je ne pouvais pas me concentrer. J'ai tout éteint et je me suis assis sur le bord du lit. Valise à mes pieds. Mon téléphone a bourdonné une fois, pas de nouveaux messages, puis c'était à nouveau silencieux. J'ai réalisé que je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner, et l'idée du service en chambre était absurde. J'ai récupéré une barre de granola de mon sac, je l'ai déballée et je l'ai regardée comme si c'était de la nourriture extraterrestre. Enfin, j'ai pris une bouchée. Il avait le goût du carton et du regret. Plus tard, je me suis aventuré à la recherche du dîner. Le signe de néon pour un restaurant à proximité m'a attiré avec sa promesse de confort graisseux. À l'intérieur du stand se trouvait du vinyle enveloppé et le jukebox à jouer de vieux morceaux country. J'ai glissé dans un siège d'angle et j'ai commandé un cheeseburger et des frites, pas de cornichons. La serveuse a apporté du café dans une tasse ébréchée et j'ai regardé la vapeur se boucler vers le haut. À chaque gorgée, je me sentais un peu plus ancré, bien qu'une douleur terne soit restée dans ma poitrine. J'ai pensé que Jacob dormait sous une courte pointe familière, en sécurité dans la maison de sa grand-mère, ignorant que son père était devenu un étranger. J'ai pensé à la façon dont son rire remplissait notre maison, comment il me chassait dans les couloirs avec ses petits pieds. Je me demandais s'il me reconnaîtrait quand je l'ai venu vendredi prochain, s'il me demandait pourquoi j'avais l'air différent, pourquoi je sentais les rideaux de motel et le café-dîner. Et dans cette question, j'ai ressenti la douleur la plus forte de toutes. La perte de mon rôle de mari et de partenaire, remplacé par l'identité plus simple et plus bleue de papa qui visite le week-end. De retour dans la chambre du motel, j'ai décollé mes chaussures et je me suis allongé sur le lit, regardant le plafond. La lumière aérienne jette un regard terne sur la texture du pop-corn au-dessus de moi. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me calmer, mais les souvenirs s'imaginaient. La robe de Claire s'ouvre. Les excuses silencieuses de Chris, les tulipes se répartissent dans le vase. J'ai revisité chaque instant, espérant trouver un indice que j'avais manqué. Un choix que je pourrais annuler. Mais le passé est resté immuable, une lettre scellée que je n'ai jamais lue à temps. Le sommeil m'a échappé. Au lieu de cela, j'ai cherché les photos que j'ai apportées. L'un de Claire et moi le jour de notre mariage. La chapelle derrière nous. Une lueur avec une lumière de printemps. L'un des caoutchoucs Jacob dans le jardin. Le soleil le peignant en or. L'un des trois à la plage. Bras autour de l'autre. Rire gelé en pixels. J'ai étudié ces images, traçant les lignes de nos sourires avec un doigt.
L'homme sur la photo de mariage ressemblait aussi à un étranger. Optimiste et sans être troublé, parfaitement inconscient des procès à venir. Enfin, l'épuisement m'a réclamé, me traînant dans une demi-sommeil sans rêve où la réalité et le cauchemar se tressent. Je me suis réveillé à l'éclat du réveil. 6h15, je me suis assis backstif et j'ai passé une main dans mes cheveux. L'air du matin était frais à travers la fenêtre fissurée, portant le bourdonnement lointain de la circulation. Je m'habillais lentement, tirant sur un jean et un t-shirt qui ne semblaient pas familiers. J'ai rassemblé mes affaires et je suis sorti, laissant le froid me réveiller complètement. J'ai erré sur le motel, notant la douleur au copeau sur la balustrade. Les chaises de pelouse vides se sont repliées contre le mur. Je suis retourné vers le parking et je me suis penché contre ma voiture, les bras croisés, fixant l'horizon où le ciel se lavait de l'encre à la rose. Dans cette heure tranquille, j'ai confronté la profondeur de ma solitude. Pas de collègue avec qui partager le café, pas de conjoint pour me saluer, pas d'enfant qui remuait dans la pièce voisine, juste moi et l'immensité d'une vie annexée. Pourtant, dans cette solitude, j'ai senti quelque chose de nouveau Mercustion, une graine de possibilité. J'étais devenu un étranger, non seulement pour Claire, mais pour moi. Le mari que j'étais parti était parti, mais à sa place se tenait un homme non lié par les attentes qui l'avaient étouffé. Je pourrais refaire ma vie, définir mon avenir et peut-être construire quelque chose d'authentique le mien. La pensée a apporté une coupe espoir, fragile mais réelle. Je suis retourné dans ma chambre et je me suis assis au petit bureau, téléphone à la main. J'ai ouvert mes contacts et vu le nom de ma mère. J'ai hésité, le pouce planant au-dessus d'un appel, puis je l'ai pressé. Sa voix, chaleureuse et régulière, a répondu sur la première bague. J'ai réussi une rugueuse « Salut, maman ». Et elle a rempli le silence avec inquiétude. Je lui ai dit que j'allais bien, que je les ai manqués tous les deux, que je serais bientôt à la maison. J'ai laissé de côté les détails, la trahison, le texte, le motel. Au lieu de cela, j'ai parlé de nouveaux débuts, d'apprendre à respirer à nouveau. Alors que je raccrochais, la lumière du soleil a filtré à travers le rideau, bannissant les ombres de motel. J'ai emballé les photos, fermé le scrapbook de ma vieille vie, et a glissé la clé sous la porte en sortant. Je ne savais pas où j'allais ensuite. Peut-être à la maison, peut-être quelque part entièrement nouveau. Mais je savais que je vais avancer. Ce n'est plus un mari dans un mariage mort, je serais un père récupérer sa place dans la vie de son fils et un homme découvrant qui il pourrait devenir lorsqu'il était enlevé de tout ce qu'il pensait qu'il était. Avec cette résolution, j'ai verrouillé la voiture et je me suis dirigé vers la journée. Un étranger n'est plus accablé par un passé qu'il ne pouvait pas changer, mais portant un avenir qu'il n'avait pas encore défini. Je suis retourné à la maison 2 jours plus tard, le cœur battant avec un mélange de résolution et de réticence. Le soleil venait de plonger sous l'horizon, laissant l'allée baigner dans la lueur douce du réverbère. Dans cette lumière de la lampe, notre maison avait l'air familière et extraterrestre. Fenêtre sombre, porche vide, l'air toujours. J'ai porté un sac à tamponnerie suspendu sur une épaule, son poids négligeable par rapport au torrent de souvenirs qui inonde mon esprit. Alors que je déverrouillais la porte avec la clé qu'elle refusait toujours de revenir, je me sentais comme un fantôme entrant dans la vie de quelqu'un d'autre. Entrant à l'intérieur, je me suis arrêté dans l'entrée et j'ai inhalé le parfum que je connaissais si bien. La faible trace de cèdre dans le tapis du couloir. La chaleur persistante de sa lotion pour le corps à la vanille qui s'accrochait au cadre de la porte de la chambre. Chaque parfum m'a tiré sur moi, un rappel des jours où notre maison était vivante de rire. Et le motif des petits pieds. Maintenant, le silence est pressé, lourd et exigeant. J'ai posé mon sac et je me suis déplacé lentement comme s'il glissait à travers un musée d'histoire partagée. Dans le salon, les tulipes avaient disparu. Aucun signe des fleurs jaunes vives que j'avais posées une fois sur la table basse pour célébrer plein d'espoir. Les coussins sur le canapé étaient soigneusement alignés, la couverture de jet pliée avec précision. J'ai traversé ma main sur la coudoir, sentant l'empreinte de l'endroit où elle dormait lorsque l'insomnie l'a maintenue. Je l'ai imaginé enroulée à cet endroit, des larmes glissant sur ses joues dans l'obscurité, et j'ai réalisé que je n'avais jamais complètement compris la profondeur de sa solitude jusqu'à ce qu'elle soit trop tard. J'ai grimpé les escaliers 2 à la fois, comme si la vitesse pouvait diminuer la douleur dans ma poitrine. Dans notre chambre, j'ai ouvert la porte du placard et j'ai trouvé des tas de vêtements d'un côté, les siens se sont pliés en attendant. J'ai sélectionné quelques chemises en pyjama pour le prochain séjour de Jacob, en les plaçant soigneusement dans mon duffel. Mes doigts ont brossé sa robe préférée,
dont l'ourlet se balançait alors qu'elle dansait dans notre cuisine. J'ai fermé les yeux, inhalé, puis je l'ai laissé retomber dans le tas. Je ne pouvais pas prendre ça. Il appartenait à la vie qu'elle avait choisie. J'ai déménagé dans la poitrine des tiroirs et ouvert le tiroir supérieur. À l'intérieur, j'ai trouvé notre photo de mariage dans un simple cadre noir. Son rire a pris au milieu de la lueur. Mon sourire maladroit et fier. C'était lourd dans ma main, plus que n'importe quel objet que j'avais soulevé en moi. Je l'ai placé face à la table de nuit, exactement où il la saluerait chaque matin. Je ne l'ai pas fait par dépit. Je l'ai fait en tant que bénédiction, une affirmation que ce que nous avions construit était réel, même si elle n'avait plus de place dans mon monde. Je m'arrêtai dans l'embrasure de la porte, en surveillant la pièce une dernière fois. Notre lit était défoncé. Des feuilles froissées d'une manière qui suggérait la nostalgie plutôt que d'utiliser. J'ai pensé aux nuits que nous partagions des secrets dans ce lit. Promise chuchotée sous une faible lumière. Maintenant, c'était un navire vide, un rappel que l'intimité peut disparaître lorsque les deux parties oublient de le nourrir. En sortant, j'ai entendu la porte de l'armoire dans le ruisseau de la salle de bain s'ouvrir. J'ai regardé pour trouver sa brosse à dents disparue, remplacée par une seule éponge en lambeaux. J'ai ressenti une douleur de culpabilité. J'avais dépouillé la maison de mes biens, mais elle avait vidé toutes les traces de moi qu'elle pouvait atteindre. Pourtant, j'ai laissé une chose derrière. Une note pliée en deux et nichée sous la tasse de café sur le comptoir. Il a simplement lu « Je suis désolé que vous vous sentiez seul ». Je suis descendu en bas et la porte d'entrée a cliqué derrière moi avec une finalité. Dans l'allée, l'air nocturne enroulait autour de moi comme une douce bénédiction, indulgente et patiente, j'ai embrassé ma propre paume et l'ai touchée à la photo de mariage sur la table de nuit, un acte dont personne n'a été témoin. Mais quand je me suis senti à mes os. Alors que je m'éloignais, les phares coupant dans l'obscurité, j'ai senti la forme de la perte s'installer autour de moi. Pourtant, en dessous, il se trouve quelque chose d'inattendu. Soulagement. L'acte de nettoyer ma vie de cette maison ressemblait à un nettoyage rituel. Je n'étais plus lié à une version fantomatique de notre mariage. Et elle s'est retrouvée avec la mémoire et le vide qu'il a créé. Quand j'ai atteint mon appartement, je mets le duffel par la porte et je me suis allongé sur le canapé, l'épuisement s'infiltrant dans mes os. J'ai fermé les yeux et je me suis permis de respirer des respirations profondes et sans hâte qui m'ont emporté au-delà du regret et de l'acceptation. J'ai pensé à Jacob, glissé en toute sécurité chez sa grand-mère, et j'ai chuchoté son nom. En ce moment calme, j'ai compris que bien que notre passé résonne à jamais dans des pièces vides et des photographies encadrées, l'avenir est resté non écrit. Et pour la première fois depuis que je suis sorti, j'ai ressenti les éloges provisoires de l'espoir. Ce qui reste après la fin n'est pas l'épave de notre maison, mais l'architecture fragile de deux vies à changer à jamais. Je suis ici depuis 7 mois maintenant, un appartement à travers la ville avec des murs nus et des meubles d'occasion. Et j'ai appris que la simplicité peut ressembler à un sanctuaire après le chaos. Les week-ends avec Jacob manquent. Nous construisons des villes Lego sur la table basse. Son rire un médicament plus puissant que tout ce que je connais. Je me lève tôt pour faire des crêpes, les retournant haut pour qu'il puisse les attraper. Le sirop coule sur son menton alors qu'il rayonne. Dans ces moments, j'ai récupéré le rôle que je n'ai jamais voulu perdre. Son père inébranlable de dévotion. Du lundi au vendredi, je retourne dans un appartement calme rempli de bourdonnements de mes propres pensées. J'ai bordé les murs avec des photos des étapes de Jacob, des premiers pas, des dents perdues, des bougies d'anniversaire soufflées dans des nuages de rire triomphant. Il y a une citation de cadre au-dessus de mon bureau. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de recommencer. Je le répète chaque matin alors que je prépare du café, m'apprenant à embrasser la vulnérabilité des nouveaux débuts. Je pense souvent à Claire, non pas avec colère, mais avec une clarté douce amère. Je me souviens de son sourire le jour de notre mariage, de la promesse dans ses yeux quand Jacob est né, et l'épuisement a gravé ses traits pendant sa maladie. Je l'aimais férocement, et je pleure le partenariat que nous avons perdu, même si je reconnais que son démêlage était inévitable. Elle ne s'est jamais excusée, pas avec des mots. Mais je sens sa culpabilité dans la façon dont elle évite mon numéro et dans le fait qu'elle a laissé toutes les traces de moi lorsque j'ai éliminé mes effets personnels. Peut-être à sa manière, elle porte le poids de son choix seul. Parfois, les soirées tranquilles, je passe devant notre ancien quartier. Je le ralentis près de notre maison, maintenant rénovée, les lits de tulipes replantés, des fenêtres brillantes de la vie de quelqu'un d'autre. Une pan de nostalgie me frappe,
mais elle passe. Je n'y appartiens plus. Ma maison est là dans ses routines simples. L'épicerie court avec Jacob dans le chariot. Histoire au coucher sous la lueur douce d'une lampe de lecture. Carton de dimanche matin et déversement de céréales sur le tapis. L'amour persiste dans ces petits rituels dans le confort d'être vu et nécessaire. Ce qui reste après la fin n'est pas l'amertume mais la possibilité. J'ai perdu une